c'était le premier gunshot que j'avais. Au lieu de mettre l'arme à feu dans la bouche, il allait mettre là. Il était conscient, donc on voyait plein d'émotions dans ses yeux. Les gens ont toujours tendance à penser la chirurgie esthétique, ouais, c'est superficiel. Quand vous avez quelqu'un qui a une souffrance morale telle que ça va l'impacter dans sa vie intime, dans sa vie personnelle, pouvoir faire des dépressions et autres, rien de superficiel. Le problème des réseaux sociaux, c'est que c'est un peu un miroir aux alouettes. Quand c'est pour correspondre à une image, ressembler à Barbie ou j'en sais rien, ouais. Là il y a un problème psychologique et la chirurgie va pas aider. Les femmes qui n'ont jamais fait ça de leur vie, qu'on appelle les fake injectors, ben c'est un peu comme aller chez le coiffeur, quoi. Sauf que là, c'est des produits chimiques, il y a des patients qui font des infections. Le truc, c'est que les gens pensent, ouais, l'acide hyaluronique, c'est résorbable, c'est naturel. 1, c'est pas naturel. 2, c'est pas 100% résorbable. La perfection, ouais. 1, elle est pas atteignable, parce qu'il y aura toujours un défaut quelque part, quand même. Et si elle est atteinte, elle est pas souhaitable parce qu'elle est lisse, elle est pas humaine, c'est un robot, ça a aucun charme. On peut être la plus belle personne du monde, entrer dans une pièce, si on a aucun charisme, et ça sera rien. Bonjour Docteur Monnier. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, on s'était vu il y a 6 mois maintenant. Ouais, c'est ça. Pour un podcast avec Motiva à l'époque, on avait parlé d'implants mammaires. C'est ça. J'ai vu que vous avez publié d'ailleurs pas mal des petits réels là, sur vos réseaux sociaux. Ouais, parce que qui ont bien marché. Ouais, j'ai publié pas mal de séquences de ce qu'on avait fait parce que les gens en fait ça les intéresse beaucoup, je trouve. Ouais. Et c'est une façon d'avoir une certaine proximité avec les gens et de spontanéité aussi, tout en expliquant pas mal de choses. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'ils me demandaient après où est-ce qu'ils pouvaient trouver l'intégralité du podcast. Le format long, qui n'a pas encore été publié, qui arrivera bientôt. Et c'est pour ça qu'on refait un podcast aujourd'hui, parce qu'on avait fait celui-ci avec Motiva. Moi, j'ai vu qu'il y avait pas mal de vos patientes qui commentaient les réels, notamment sur celui où vous disiez un chirurgien on le garde toute sa vie, etc. Où vous établissez un certain lien avec vos patientes. Ah bah je pense que oui. Ouais, je pense qu'il y a ouais, c'est une démarche importante dans une. Ouais, souvent d'ailleurs c'est marrant parce que les patientes disent mon chirurgien. C'est rigolo. Et moi, comme je dis toujours, une patiente quand je l'opérais, ça restera ma patiente pour toute la vie parce que elle m'a autorisé. C'est quand même hyper important en point psychologique. C'est pas anodin. La différence entre un médecin qui va donner une pilule qui peut être un poison, faut déjà lui faire confiance. Mais entre un chirurgien qui va rentrer avec ses mains dans votre corps alors que vous le connaissez quasiment pas, ouais, c'est ça, ouais. Ça implique une confiance qui est énorme. Votre disait c'est mon chirurgien. Ouais, c'est une certaine fierté. Non, parce qu'il y a un feedback puis que effectivement le fait que ce qu'on disait de mon chirurgien, il y a quand même un affect qui se crée à partir du moment où on a confiance en quelqu'un, il y a un affect qui se crée et c'est ça qui est chouette. C'est-à-dire que moi j'arrive à un moment de ma carrière où je revois des gens que j'ai opérés il y a 15 ans. Et là j'ai revu une petite fille que j'avais opérée d'une malformation quand elle avait 6 ans et je l'ai revue, elle avait 23 ans. Donc ça fait bizarre, mais c'est cool. Et ouais, donc c'est ça qui est beau aussi dans ce métier, c'est-à-dire qu'il c'est l'humain qui prime en fait à la fin du compte. Complètement. Oh, on voit qu'il y a une recrudescence en plus là déjà de la pratique et des contenus sur la chirurgie esthétique, la médecine esthétique. On voit que ça intéresse en tout cas sur les réseaux sociaux et je pense parce qu'il y en a de plus en plus aussi. Ouais, puis aussi parce qu'il y a deux choses. Il y a l'apparence, la beauté, ça a toujours intéressé les gens. La chirurgie, ça a toujours fasciné les gens parce que les gens souvent ils vous disent mais je sais pas comment tu peux faire ça. Il y a un côté tabou mais qui date de début de la chirurgie. Donc si on mixe les deux plus l'importance de l'apparence physique à l'heure actuelle, c'est normal. Enfin, je trouve ça logique en fait. Vous trouvez qu'il s'efface ce tabou un petit peu? Le tabou de la chirurgie esthétique, d'y avoir recours, ouais, ça se démocratise, ça s'assume plus. Moi, j'ai souvent une comparaison en tête, c'est quand j'étais gamin, il y avait des enfants qui avaient les oreilles décollées et puis ils restaient avec les oreilles décollées. Par exemple, il y a une intervention comme la blépharoplastie supérieure ou c'est l'intervention des paupières supérieures où les gens disaient pas qu'ils l'avaient fait, maintenant ils vont dire à leurs potes, en fait, je me suis fait faire les paupières, etc. Donc il y a à côté d'assumer et puis une espèce c'est pas du body empowerment, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire on prend son corps en main. Après il y a des dictates, mais ça c'est pas le côté que j'aime le plus, mais il y a des dictates dans les réseaux sociaux notamment, qui peuvent pousser certaines personnes à faire de la chirurgie, mais la principale proportion des gens qui le font, c'est des gens qui le font pour être bien dans leur peau et en fait qui ont un complexe ou quelque chose qui veut le corriger. C'est pas pour souscrire à un modèle, quoi. Oui, peut-être que le tabou il est moins du côté de la correction plutôt que du changement d'identité ou de quelque chose en plus. Par exemple une augmentation mammaire où là c'est un réel changement. Ouais, mais c'est une correction aussi. C'est une correction aussi. Voilà. Le problème c'est que ce que je dis souvent, c'est que la différence entre la chirurgie plastique, parce que en fait notre discipline c'est chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Pour bien faire de la chirurgie esthétique, il faut avoir fait de la reconstruction. Pour bien faire de la reconstruction, il faut quand même une certaine notion d'esthétique. Quand j'explique aux gens, c'est qu'en fait la différence entre la reconstruction et l'esthétique, c'est qu'en reconstruction vous partez d'un état dégradé, donc on va dire négatif, pour revenir à quelque chose de normal. L'esthétique, dans l'ensemble, les gens sont normaux. Et on va aller vers quelque chose de plus, en plus. Et à l'exception de la souffrance morale qu'il peut y avoir. Mais c'est ça la différence, en fait, entre eux. Vous en faites beaucoup de chirurgie reconstructrice? J'en ai fait beaucoup, mais j'en fais plus à l'heure actuelle. Ok. Par choix?
Par choix, ouais. J'en ai fait beaucoup quand j'étais justement à l'hôpital, avec beaucoup de choses assez lourdes. Que ça soit des grands brûlés chez les enfants, que ça soit s'occuper des couvertures d'escar chez les jeunes paraplégiques ou tétraplégiques, que ça soit des reconstructions après, ce qu'on appelle des gunshots, les gens qui font des tentatives de suicide par arme à feu, des traumas de la face, tout ça, parce que c'est ça en fait. Et après de la reconstruction mammaire, bien évidemment. Et donc tout ça, j'en ai fait beaucoup à l'hôpital, quand j'étais chef de clinique. Et ensuite, après, j'ai continué à en faire. Et petit à petit, je me suis surspécialisé dans la chirurgie mammaire et la chirurgie du visage. Ça doit être marquant en début de pratique d'avoir recours à des chirurgies reconstructrices comme ça, de cas en plus. D'être confronté à ça. Ouais. Il y a un cas qui vous a marqué Il y a un cas qui m'a marqué, mais il est un peu hardcore, mais c'est quand j'étais pas encore, j'étais même pas interne, j'étais étudiant en médecine, et c'était le premier gunshot que j'avais vu, c'est-à-dire c'est des gens qui font des tentatives de suicide, d'autolyse comme on dit, et au lieu de mettre l'arme à feu dans la bouche, ils les mettent là, et en fait le coup de feu part et ça fait ça fait faire ça, mais en fait ils sont pas morts. Et ce qui m'avait frappé, je m'en souviendrai toute ma vie, et j'en ai eu plusieurs comme ça, mais le premier que j'ai vu, j'avais, je sais pas, 22 ans, j'étais étudiant en médecine. Et le gars arrive, et bon, il y avait du sang partout, évidemment, je passe les détails, mais ce qui était ouf, c'est qu'il était conscient. Donc on voyait plein d'émotions dans ses yeux, parce qu'il bougeait les yeux. Donc et puis il pouvait plus parler. Donc ça, c'était très violent. Mais après, la beauté de la chose, c'est qu'on peut lui sauver la vie et qu'on peut le corriger. Et a fortiori maintenant, quand on fait des greffes de visage, ça sert avant tout à ça, par exemple. Donc ça, c'était un souvenir, c'était un souvenir marquant. Si vous aimez ce format, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube Expert et à activer la cloche pour ne rien manquer. On a encore beaucoup de praticiens qui vont venir partager leur expertise, leurs innovations, leurs anecdotes les plus folles. Pensez à vous abonner à nos réseaux sociaux qui s'affichent sur l'écran, expert.media. Si vous êtes praticien et que vous souhaitez être invité pour partager votre expertise, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Les gens ont toujours tendance à penser la chirurgie esthétique, c'est superficiel, mais en fait, pour moi, c'est pas superficiel parce que ça découle de la chirurgie des gueules cassées, en fait, 14-18. Et puis 2, quand vous avez quelqu'un qui a une souffrance morale telle que ça va l'impacter dans sa vie intime, dans sa vie personnelle, par exemple, comme la poitrine, voire faire des dépressions et autres, on est dans une vraie souffrance morale, donc il n'y a rien de superficiel. Ouais. Et le coup du gunshot, là, ça peut, je sais pas pourquoi je pense au film de 50 Cent, où ça modifie ses cordes vocales. Je crois que lui, c'est une balle qui traverse la gorge. Mais je crois qu'il en prend une aussi dans la joue. Il en a pris plusieurs, mais 50 Cent a eu recours à de la chirurgie reconstructrice, donc. Ah bah oui, forcément, par la force des choses. À partir dans les plaies par arme à feu, quand il y a ce qu'on appelle des délabrements, c'est-à-dire des pertes de substances, des pertes de muscles de peau, on fait appel à la chirurgie reconstructrice. De toute façon, comme je vous dis, ça date. La chirurgie reconstructrice, elle date de 14-18 en fait. En fait, avant, ils avaient des plaies par mousquet, coup de sabre. C'était des plaies toujours un peu pareilles. Bon, éventuellement un boulet de canon qu'emportait une jambe, mais là après, c'était. Là, c'est Moyen-Âge, non? Je pense pas. Il y avait la chirurgie reconstructrice au Moyen-Âge. Ouais. Il y avait la chirurgie plastique. C'est vrai que ça date. J'avais lu sur l'histoire de la chirurgie. Il y avait la chirurgie plastique au Moyen-Âge, notamment quand c'était pour les pertes de substances du bout du nez, parce que quand ils faisaient des duels, ils faisaient tac, puis ils faisaient ça, tac. Et donc, il y avait ce qu'on appelle, il y avait donc un des premiers lambeaux. Un lambeau, c'est, on utilise de la peau d'une partie du corps pour aller recouvrir une autre partie du corps. Et l'un des premiers lambeaux, c'est le lambeau indien où, en fait, on prenait la peau de l'avant-bras et on la détachait en partie, mais pas totalement, pour qu'elle reste attachée, donc avec du sang vascularisé. Et on l'attachait sur le bout du nez. Et au bout d'un certain moment, quand c'était recolonisé, on le sevrait et on refaisait le nez. Donc c'est dingue d'imaginer que ça date. Puis même chez les Égyptiens, il y avait déjà des trucs comme ça, mais c'était plus des prothèses. Ce qu'on disait sur la guerre de 14-18, c'est qu'ils se sont retrouvés avec des plaies hyper délabrantes, avec ce qu'on appelle des shrapnels, plein d'éclats d'obus. Mais les gars avaient des résultats qui étaient franchement, avec ce qu'ils avaient comme moyens, mais ultra impressionnants. Oui, j'ai vu des photos d'archives, etc. Franchement, il y avait déjà des choses. Ouais, c'était hallucinant. Et c'est sûrement quelque chose qui a aidé au final, non, à améliorer la chirurgie de maintenant. En fait, malheureusement, toutes les guerres, elles ont amélioré la chirurgie. C'est ça qui est horrible. Oui. La chirurgie, elle a toujours été améliorée parce que quand il y a eu beaucoup de victimes de blessures, que ça soit même des plaies digestives, des problèmes d'orthopédie, d'amputation, etc. Et par exemple, l'armée, quelle qu'elle soit, elle va toujours mettre énormément d'argent dans la chirurgie et puis dans le soin des blessés pour déjà se dire que pour que les soldats se disent si je suis touché, je vais être sauvé et on va s'occuper de moi. Et ils mettent beaucoup d'argent pour des nouveautés. Ils ont des moyens techniques. Des fois, ils sont à l'origine de certaines innovations, même beaucoup. Et du coup, quand vous avez beaucoup de cas devant vous que vous avez jamais vu, vous pouvez tenter des nouvelles choses pour améliorer. Donc, vous décrivez des nouvelles techniques, etc.
Donc ouais, effectivement, ouais, c'est malheureux, mais c'est comme ça, ouais. J'allais dire heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Ouais, heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, non. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux actuellement, ils ont changé la façon dont les femmes, par exemple, se projettent dans leur demande de chirurgie? Alors, je dirais ouais, malheureusement oui. Ouais. En fait, le problème des réseaux sociaux, c'est que en fait, moi je trouve que c'est un peu un miroir aux alouettes. Où d'un côté, moi je m'en sers pas mal. On peut s'en servir pour faire de l'éducation, expliquer aux gens ou se moquer entre guillemets des résultats ridicules et autres en disant que la chirurgie c'est pas ça. Mais le problème, c'est que ce que je disais tout à l'heure, si c'est pour corriger un complexe avec une souffrance morale ou une malformation ou autre. Pas de problème. Quand c'est pour correspondre à une image, ressembler à Barbie ou j'en sais rien, Ouais. là, il y a un problème psychologique profond. Et la chirurgie va pas aider. Au contraire, moi, ma théorie, c'est que, en fait, ce qu'on appelle la dysmorphophobie, c'est-à-dire, on ne se voit pas comme on est. Alors, par exemple, une patiente anorexique qui fait 38 kilos ou 32 kilos, quand elle se regarde dans la glace, elle se voit grosse. Et vous allez vous lui montrer des photos, elle se verra grosse tant qu'elle n'a pas traité ce problème-là. Et donc, ça va favoriser la dysmorphophobie, c'est-à-dire que les gens se trouvent laids alors qu'ils sont pas laids, veulent correspondre à une image qui est pas harmonieuse, souscrivent à des modes qui changent mais qui sont délétères dans le temps. Donc, malheureusement, le truc, il y a des études sociologiques et psychologiques qui sont sorties là-dessus. J'ai vu l'autre jour une fille qui a fait une chirurgie pour ressembler à un chat. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Ouais, mais si un abruti pour l'opérer, c'est là le problème. Terrible. Elle avait un beau visage de base, etc. Elle a mais le qui ressemble à un problème, chat. en fait, si vous voulez, c'est que ça, c'est un truc, je suis content que vous m'en parliez, c'est qu'en fait, dans mon métier, je pense qu'il y a deux types de chirurgiens, et je pèse mes mots. Il y a ceux qui sont des vrais thérapeutes et qui prennent en compte l'ensemble de l'intégrité de la personne et surtout son bien-être psychologique. Et puis, il y a des mercenaires qui vont penser qu'à faire de l'argent, on va pas se mentir, et qui vont voler une corne de licorne au milieu du front, ils vont vous la faire parce qu'ils vont prendre de l'argent. Et peut-être qu'ils répondent maintenant à ces demandes, toutes ces mais demandes. Le problème, c'est qu'ils devraient pas y répondre. Ouais. Parce qu'à partir du moment où vous dites oui à quelqu'un qui a une dysmorphophobie, bah, vous lui dites, bah oui, t'as raison, en fait. Si vous lui dites non, et que vous l'orientez vers un thérapeute, un psychologue et autres, bah, vous allez l'aider véritablement. Et donc, ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'énerve profondément et qui en fait, dégrade l'image que les gens ont de notre spécialité. Et puis des fois, et le pire dans tout ça, c'est que nous, on peut se retrouver à réopérer ces patientes-là qui ont été victimes de ces mecs-là. C'est surtout ça, c'est ça le pire. Donc, les réseaux sociaux, malheureusement, ils ont un gros impact. Là, déjà, le fait qui porte la mention générée par IA, en fait, Instagram, plus vous mettrez des filtres, moins il va vous mettre en avant. Et donc, les filtres, c'est pas très intéressant, ça a tendance à diminuer. Mais à l'époque, au début où il y avait les filtres, c'était la folie, en fait. Donc, ouais, il y a un impact qui est pas forcément, en tout cas, en termes d'image, qui est pas positif, non, c'est clair. Ouais, il y a une recrudescence là, je pense, avec toute la recrudescence de transidentité, etc., des demandes qui sont un petit peu... Ça, c'est encore autre chose. J'ai associé un petit peu la demande du chat, là, ça fait partie un petit peu... Non, la demande du chat, on est clairement dans une dysmorphophobie, avec voilà, clairement. Mais la transidentité, c'est plus profond, c'est le syndrome d'incarner le corps qui est pas un corps qui est pas le bon. Ça a été décrit en psychologie. En France, c'est suivi quand les patientes veulent se faire opérer, changer de sexe. Il y a tout un protocole qui est hyper encadré, avec des endocrinologues qui donnent des traitements hormonaux, des psychologues, des psychiatres qui vont valider la réalité du syndrome, et ensuite seulement après il y a la chirurgie. Non, c'est que j'associais ça au mouvement un petit peu woke là, ce nouveau mouvement et peut-être la recrudescence de demandes d'identité un petit peu différentes. J'ai vu aussi des trucs aux États-Unis où il y en a qui se prennent pour des chats, mais c'est pareil. C'est à partir du moment où c'est pas que vous ayez la science infuse, loin de là, mais quand même notre rôle en tant que médecin et a fortiori en tant que chirurgien, c'est de conseiller les gens. C'est d'être thérapeute. Donc si c'est dire oui pour dire oui, ça n'a aucun intérêt, ça ne rendra pas service dans tous les cas. Vous pensez que là-bas il y a beaucoup plus cette mentalité business au niveau de la chirurgie esthétique? Il n'y a pas que là-bas. Vous pensez que ça viendra en France? Non, parce que le Conseil de l'ordre il est déjà beaucoup plus vigilant et grâce à Dieu, mais et aux États-Unis vous avez des chirurgiens qui ont en fait, moi j'ai une logique, c'est qu'il y a deux façons de voir la chirurgie esthétique. Soit c'est une approche naturaliste,
En fait, le but, c'est qu'on fasse quelque chose où on pense pas que la personne a été opérée. Et puis, une approche maximaliste, où on va vouloir tout corriger pour que tout soit symétrique, tout parfait ou ressembler à un tel. Par exemple, les Coréens, ils ont une logique maximaliste. C'est-à-dire qu'il faut que tout soit parfait, à l'angle près, avec un visage hyper lisse. Résultat des courses, ça ressemble à un portrait robot. Un portrait robot, voilà, ça a pas tellement de charme. Donc non, le côté un peu extravagant comme ça, ouais, ça existe aux États-Unis, mais les chirurgiens aux États-Unis, la plupart, ils sont pas comme ça. Mais aux États-Unis, il y a une différence aussi entre ceux qui sont board certified et puis ceux qui sont pas board certified. Il y a des gars qui sont qui bossent exactement comme nous avec une logique naturaliste, puis vous en avez d'autres qui sont cheap et puis qui n'ont pas du tout cette même logique, quoi. J'ai demandé, on a parlé de ça lors d'un dernier podcast avec un chirurgien. Je lui ai demandé comment on fait alors pour quand on est patient, trouver le bon praticien. Comment être sûr qu'on va pas avoir affaire à justement ça, c'est une bonne question. Le truc, c'est que la première chose, c'est déjà se renseigner sur les diplômes du praticien. Alors en France, c'est hyper encadré. En pratique, avant, en France, on pouvait être chirurgien général et tout faire. C'est-à-dire de l'orthopédie, de la chirurgie viscérale, la chirurgie vasculaire, un peu de plastique si on voulait, enfin voilà. Et ensuite, ça s'est décomposé. On est toujours obligé de passer le DES, donc c'est le tronc commun de chirurgie générale. Et ensuite, on passe à ce qu'on appelle un DESC, qui est un diplôme spécialisé, DESC de chirurgie orthopédique, DESC de chirurgie viscérale, DESC de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Et à partir du moment où le chirurgien que vous avez en face de vous, il est titulaire de ce DESC, bon déjà, c'est plutôt bien. S'il est inscrit à l'ordre, c'est ce qui est obligatoire, c'est encore mieux. Puis après, ça dépend aussi de son cursus, s'il a été chef de clinique, s'il a pas, voilà, des choses comme ça. Et puis après, je vous dirais que la plupart du temps, c'est du bouche à oreille, en fait. Ce qui est marrant, c'est que les réseaux sociaux, ça permet de se renseigner. Déjà, ouais. Avoir un retour. Et voilà, moi, je m'en sers beaucoup pour expliquer des techniques, etc. Les gens, en fait, souvent, ils peuvent entendre parler de vous par bouche à oreille. Ils vont aller vous voir sur les réseaux sociaux. Ils vont aller double-checker sur Google pour voir si le feedback est là. Et quand tout est cohérent, ils vont y aller. Mais le bouche à oreille, c'est ce qui reste quand même. Autre chose que ce chirurgien m'a dit, il m'a dit le relationnel aussi énormément. Le relationnel que vous allez avoir avec votre chirurgien, il va faire beaucoup, ne serait-ce que dans la façon dont vous allez recevoir cette opération, comment vous allez la traiter, et même pour le choisir. Il me disait, c'est important que vous ayez un bon relationnel avec votre chirurgien. Et je pense que vous, c'est quelque chose que vous entretenez particulièrement. Ouais, particulièrement. C'est-à-dire que le temps du chirurgien des années 50 qui disait pas un mot, qui était froid, qui était hautain et tout ça, c'est terminé. Sortez de la guerre. Qui expliquait rien. Non, mais puis même jusque dans les années 70-80, puis il y en a encore maintenant. Moi, je pars du principe en consultation que tout le monde peut comprendre le principe d'intervention. Je fais des dessins pour faire des illustrations aussi en 3D, tout ça, mais avec des dessins, les gens comprennent tous ce qu'on va faire. Et après, il y a aussi, ce que j'aime bien aussi, c'est essayer de cerner la personne que j'ai en face de moi. Parce que en fait, il y a des choses, il y a des petits tels à droite à gauche, quoi. Par exemple, dans son vécu, ou par exemple la relation qu'elle a pu avoir avant avec son ex-mari, ou j'en sais rien. Si elle a eu des enfants, comment ça s'est passé, sa relation avec sa mère, etc. Tout ça, en fait, c'est marrant, mais c'est pas marrant, mais ça impacte et ça permet de cerner la personne dans sa globalité. Et c'est ça et plus on va cerner les gens dans leur globalité, et plus ils se sentiront épaulés, quoi. C'est marrant parce que le chirurgien qui me disait ça, c'est un ortho, mais lui me disait qu'il avait un réel travail d'enquêteur à faire pour comprendre. Et il me disait, je trouve ça beaucoup plus intéressant de déterminer et d'essayer de comprendre ce qui arrive à un patient. Bon, là, c'est de l'ortho, donc on parlait de cheville, etc. Ouais, mais là, on est sur la physiopathologie. Comment il s'est fait ça, et parce qu'il court 40 bornes par jour. Oui, je comprends beaucoup mieux comment c'est arrivé en connaissant le passé de quelqu'un. Et je vois, c'est un petit peu la même. Mais c'est ça, et c'est pour ça, on parlait tout à l'heure du truc mon chirurgien, mais il y a ça aussi. Il y a aussi les gens, ils vont vous dire des choses en consultation qui diront jamais à personne. Oui, ils se livrent un peu. Secret, pas qu'un peu. C'est le secret médical, mais c'est ça. Ils peuvent vous dire des trucs, mais vous y attendez pas du tout, qui n'ont pas de rapport forcément avec l'intervention, mais qu'ils ont besoin de sortir et qui expliquent aussi pourquoi ils veulent se faire opérer par rapport à tel ou tel problème. Donc c'est ça aussi que j'adore dans ce métier, c'est que les gens arrivent à vous faire tellement confiance. Il y a le secret médical, ils savent que vous allez le répéter à personne, et ils vont vous parler de problèmes hyper intimes. Ou par exemple, j'ai le souvenir d'une patiente. J'ai envie de vous demander, il y a des moments gênants. Des fois, il y a des moments gênants. Ouais. D'ailleurs, des moments. Il y a des moments, un petit peu le temps s'arrête, quoi. Il y a des rôles un peu suspendus. Mais peu importe, parce qu'après, moi, comme je dis toujours, en consultation, on peut parler de tout. Je leur dis, on peut tous dire. Par exemple, il y a un truc tout bête, mais notamment tout ce qui est sexualité, les gens, ils ont du mal à en parler.
Et alors que la définition du bonheur de l'OMS, c'est l'épanouissement physique, psychique et sexuel. Et donc, être bien dans son corps, ça implique aussi le relationnel intime, c'est important. Et donc ça, déjà, ils peuvent, oui, se livrer, mais ça, c'est pas un souci. Et des fois, c'est anecdotique, mais c'est surprenant. Mais je me souviens d'une patiente, moi, c'était rigolo, je l'avais opérée d'une reconstruction du sein, qui était assez âgée et qui d'un seul coup s'est mise à pleurer en me parlant de son mari qui avait des problèmes dans leur vie de couple parce qu'il avait des problèmes érectiles, etc. Et moi, je suis pas urologue, quoi. Mais donc je lui ai donné les coordonnées d'un confrère qui était urologue, alors qu'en fait, j'avais rien à voir avec l'histoire. Par exemple, quoi. C'est bien, au moins la prescription. Voilà, on fait une prise en charge globale, quoi. Voilà, c'est ça. Ah, c'est marrant. Est-ce que vous avez souvent des patients qui viennent avec des photos de stars ou qui vous disent genre non, ça arrive pas, non? Non, et généralement de fantasme. Alors généralement les patients qui arrivent avec des photos de stars ou des photos de j'en ai pas, et en général si c'est ça, faut pas les opérer parce que si je veux ressembler à un tel, c'est que c'est mort. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a justement une dysmorphophobie et qu'en fait faut surtout pas l'opérer. Non, il peut dire là en fait maintenant comme ils ont accès à pas mal d'exemples, effectivement par certaines personnes sur les réseaux sociaux. Et lui, j'ai envie de j'aime bien sa poitrine. Après, on peut lui expliquer aussi que si la personne qu'elle nous montre fait 1m78 et qu'elle fait 1m54, il n'y aura pas forcément le même résultat. Mais c'est intéressant qu'elle le montre aussi. Ça permet de donner des infos, des indices. Mais sinon, non, il vous montre des choses qu'ils ont pu voir sur Internet. Mais je ressemblais, je sais pas moi. Moi, j'avais plus en tête le modèle Kardashian. Où on voit de plus en plus de femmes, je trouve, qui ressemblent qui ont les mêmes traits de chirurgie esthétique des Kardashian. Justement, c'est tout ce que j'aime pas. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est pas la fausse idée, c'est d'uniformiser les gens. Ça n'a aucun intérêt. Oui, tout le monde se ressemble au final. Non, mais tout le monde se ressemble pas. Donc le but, c'est vous avez un problème. Par exemple, on va parler, je sais pas, des chirurgies du nez. Vous avez des défauts sur un nez qui peut être trop long, etc., avec une bosse, peu importe. Si vous corrigez les défauts, vous arriverez à un résultat qui correspond au patient. Si vous partez vers un modèle dont votre but c'est le modèle et pas corriger les défauts, ça n'ira pas à tous les patients. Et le problème, c'est que alors vous voyez, c'est les deux choses que je déteste en fait. C'est-à-dire la première, c'est on dit oui à tout. Et la deuxième, on suit des modes pour ressembler à Bidule, Kardashian, nana. Donc alors, par exemple, les BBL, les grosses fesses, tout ça, énorme. C'était la mode, machin, etc. Puis après, elle l'a enlevé. Et puis du coup, de l'enlever, c'est pas du tout une bonne idée. Ça, c'est tout ce que je déteste. C'est comme je disais, c'est l'uniformisation. En Corée, elles ont pas des modèles. Elles ont pas un modèle de Kim Kardashian, mais en Corée, ils ont des modèles précis de perfection parce qu'ils sont vraiment dans une logique de perfection. Donc pour la petite histoire, au concours de Miss Corée, à la fin sur les 5 finalistes, ils savaient pas différencier en fait. Non, je jure. Incroyable. Parce qu'elles étaient tellement toutes parfaites au niveau du visage et toutes pareilles qu'il y avait plus d'âme. Donc ça c'est tout ce que je déteste. Il y a aucun intérêt à uniformiser les gens. J'allais demander c'est quoi la perfection. Justement, il y a un standard de beauté qui ramène. Non, c'est même pas. Ils ont certains standards de beauté, mais après c'est les proportions, des angles, des machins, etc. Comme je dis souvent, un visage parfait, c'est un visage d'un portrait robot. Quand vous allez chez les flics et qu'ils montrent un portrait robot, il est parfaitement symétrique. Or, personne n'est symétrique. Il est parfaitement calibré, nanana. Et résultat, il a zéro charme. On est d'accord. Donc la perfection, elle est pas atteignable. Ou même si elle est atteinte, parce qu'il y aura toujours un défaut quelque part quand même. Et si elle est atteinte, elle est pas souhaitable parce que elle est lisse, elle est pas humaine, c'est un robot et ça a aucun charme. On peut être la plus belle personne du monde, rentrer dans une pièce, si on n'a aucun charisme, il se passera rien. Évidemment. Et après, on peut être Al Pacino, rentrer dans une pièce et puis tout va s'arrêter. Je pensais, enfin, pour revenir là sur les Kardashian, justement, je disais, on voit de plus en plus de visages qui ressemblent. Oui, mais malheureusement. Et comment les patientes font pour arriver à ces résultats? Alors déjà, il y a une chose, c'est qu'il faut bien faire la distinction entre chirurgie esthétique et médecine esthétique. Okay, les gens souvent confondent les deux, et c'est absolument pas la même chose. C'est pas le même cursus du tout. C'est-à-dire que c'est pas du tout le même nombre d'années d'études et la même pénibilité. Et deux, en clair, en même temps, de la médecine esthétique, n'importe qui peut en faire quand il est médecin généraliste. En faisant un diplôme. Il n'y a pas de formation. Si maintenant il y a un diplôme qualifiant, mais on n'est pas obligé de passer l'internat, de faire une spécialité en chirurgie, de faire un tronc commun de chirurgie générale, de passer son DESC de chirurgie orthopédique ou plastique, par exemple. Donc, c'est un diplôme post-validant. Et le truc, c'est que, en fait, souvent les gens confondent médecine et chirurgie. La médecine, c'est des injections, c'est des machines, c'est souvent des injections, donc du botox, qui est un paralysant. Et contrairement à ce que les gens pensent, quand les patients ont les lèvres comme ça, c'est pas du botox, parce que si on leur piquait les lèvres avec du botox,
on ne pourra plus parler. Ouais. C'est de l'acide hyaluronique, donc c'est ce qu'on appelle des fillers, des produits qui vont remplir. Et souvent, l'uniformisation du visage, elle est liée à ça. Okay. Aux injections. Les mêmes lèvres, les pommettes, machin, etc. Tout ça, c'est justement pas la chirurgie esthétique. Et il y a un truc en ce moment qu'on appelle sur les réseaux sociaux pillow face. Enfin, vous tapez #pillow face, pillow, c'est-à-dire oreiller donc gonflé. Et vous prenez par exemple Lindsay Lohan ou Demi Moore, vous les voyez avant, ils sont comme ça, on voit qu'il y a un truc qui va pas. Et ensuite, elles se sont fait enlever tous les produits de collement qu'elles avaient. Elles ont fait des procédures de chirurgie qui étaient adaptées et qui étaient très bien faites. Et vous regardez Demi Moore et Lindsay Lohan maintenant, elles sont beaucoup plus jolies qu'avant quand elles avaient des fillers, donc des injections. Et ce que me disait un de mes vieux patrons, mais que j'avais revu, il me disait on est passé d'une chirurgie dure, parce que c'est vrai que c'était assez dur dans les suites, et maintenant c'est beaucoup plus léger, versus une médecine douce, à une médecine dure versus une chirurgie douce. Okay. Et en fait, quand vous avez aussi peu d'outils pour corriger quelque chose, ben vous allez faire la même chose pour tout le monde. Okay. Si vous faites la même chose pour tout le monde, ben vous avez tendance à faire les gens se ressembler les uns les autres. Non, j'allais vous demander, j'allais dire docteur, il y a une forme d'abus quand même. Je vois de plus en plus de lèvres prêtes à éclater. Bah ouais, mais encore une fois, c'est la même chose. Si la personne en face a aucun scrupule et qu'elle se retrouve avec une personne qui va dire encore plus et qu'il faut pas mettre plus mais qu'elle met plus, bah tout le monde a tort. C'est-à-dire que est-ce que là c'est aussi le praticien qui doit intervenir à un moment? Évidemment, c'est le praticien qui doit intervenir. Mais encore là, c'est même pas maintenant, c'est même plus des fois des médecins. Ça peut être certaines infirmières qui sont plus ou moins formées pour. Ça peut être des filles, des femmes qui ont jamais fait ça de leur vie, qu'on appelle les fake injectors. À Paris, j'ai une amie à moi qui me dit ouais, la dernière fois, on était entre copines et ils ont fait venir une meuf qui a jamais fait ça de sa vie pour faire des injections chez elle, quoi. C'est dingue. Parce que c'est moins cher. Bah ouais, c'est moins cher. Mais après, par contre, quand il y a des soucis, c'est vers nous qu'elles viennent. Je trouve que passer le cap de s'injecter, ne serait-ce que de se planter une aiguille soi-même. Ah, mais ça, c'est un cap d'une vie. Ouais, c'est comme quand on est héroïnomane. Le cap de s'automutiler. Je dis ça parce que j'ai fait les injections de Lovenox. Pour la phlébite, là, oui, le Lovenox, ouais. Je me disais rien que ça la première fois que je l'ai fait tout seul, je me suis dit. C'est hyper violent. C'est hyper violent. Mais là, c'est quelqu'un d'autre qui vous pique, donc c'est pas une automutilation. Et le truc de se dire que la personne en question, vous ne connaissez ni son background, ni son machin, ni les produits qu'elle utilise, mais juste parce qu'elle est moins chère, on va y aller. En fait, c'est pour ça, bien séparer. Alors, la médecine esthétique, il y a des gens qui bossent très très bien. Faut pas non plus généraliser les choses. Bien au contraire. Et ces mecs-là, ils sont en train de se battre pour justement essayer d'écarter tous les moutons noirs, entre guillemets, et faire en sorte que la médecine esthétique soit aussi encadrée que n'est la chirurgie. Donc ça, c'est super important. Mais mais au final, si les patients sont prêts à passer ce cap, d'aller se faire injecter par une amie, mais pourquoi les patients ils sont prêts à passer ce cap? Parce que comme la médecine c'est moins violent que la chirurgie, c'est moins pas violent, c'est moins lourd que la chirurgie, c'est un peu comme aller chez le coiffeur, quoi. Ouais. Et le problème, c'est ça, c'est qu'il y a une banalisation du truc, comme si c'était un soin on va chez l'esthéticienne, on va chez le coiffeur, on va se faire des injections. Sauf que là, c'est des produits chimiques, qu'il y a des patientes qui font des infections, il y a des patients qui font des nécroses, c'est-à-dire, c'est une partie de la peau qui s'en va. On peut pas jouer avec ça, quoi, c'est. Ah bah ouais. Ça me fait penser aux body qui s'injectent du synthol, là, et qui deviennent. C'est terrible. Bah ouais, mais c'est ça. C'est terrible. Le truc, c'est la banalisation des choses, et en fait, ça paraît banal, et c'est loin d'être banal, et c'est beaucoup moins encadré que la chirurgie. Ouais. Après, là, je vous dis, il y a quand même une tendance maintenant, et notamment pas qu'en France, en Europe, à ce que plusieurs praticiens de médecine esthétique qui bossent très très bien veulent cadrer les choses et tout, mais je les comprends. Parce qu'après, les gens, ils arrivent à faire la différence entre médecine et chirurgie esthétique. Et après, quand ils disent, ouais, mais les médecins esthétiques, c'est la même chose. Bah non. Il y a des gens très bien, et puis il y a des gens qui sont pas du tout médecins. Donc, le problème, c'est, je veux dire, le fond de votre pensée, le problème, c'est comment ces filles-là, elles ont accès à ces produits-là. C'est surtout ça. J'allais vous demander comment le monde de la santé va faire pour lutter contre ces pratiques-là. Une femme qui m'avait contacté sur LinkedIn pour me demander de lui faire des prescriptions pour ça. Je dis mais j'aime de la vie, quoi. Ouais. Et après il y a des sites, vous pouvez trouver des sites qui sont domiciliés en Hollande, au Danemark, et vous pouvez commander des injections, hein. C'est pas un problème, hein. Et c'est là où elle doit être faite la chasse, vous pensez, c'est sur le monde du online? Ouais, je pense. Ouais, je pense. C'est là où tout se passe. Mais et le pire, c'est que là, quand on voit, c'est quoi les sœurs Botox là, les deux là, rien que d'en parler, j'ai envie de.
les sœurs Botox là qui ressemblent à c'est récent là. Ah, c'est récent, ouais. Ils ont été condamnés et donc pour exercice illégal de la médecine, mais en fait avec des peines pas grand chose parce que pour moi elles devraient aller en tôle vu les risques qu'elles font prendre aux gens. Puis elles continuent à parler sur les réseaux sociaux, mais il faut les écouter. Vous mettrez des petits extraits parce que c'est un niveau intellectuel extrêmement élevé. Je suis ironique, hein, évidemment, parce que là, on touche vraiment, là, on touche le fond du panier avec surtout un cynisme total. Mais c'est qui? Elles sont des influenceuses? Non, c'est des fake injectors qui sont devenus influenceuses et qui osent parler comme ça librement de ça et qui sont cyniques totalement par rapport à l'argent et qui pensent qu'ils savent faire les choses, etc. Donc ces gens-là, ça suffit juste de mettre 3 secondes où elles parlent. On voit à qui on a affaire, des gens qui sont obsédés par l'argent, j'ai des gens qui ont un QI qui est proche du plancher, et voilà. Alors premièrement, je me suis jamais fourni ni en Russie ni en Asie. Je me suis fourni en France, donc c'était. C'est l'enquête qui le dit. Je peux terminer? Oui. C'était dans des laboratoires français, dans des pharmacies, l'acide hyaluronique, c'est en vente libre en France. Et ce que je me fournissais en Corée du Sud, c'était tout ce qui était Botox et liporase, hyaluronidase. Ça, c'est des produits qu'on peut pas se fournir quand on n'est pas médecin en France. Donc voilà, c'est ces produits-là que je me fournissais à l'étranger. Oui, parce que c'est pas les mêmes normes, en tout cas, en France. Oui, certainement. Et vous en aviez conscience? Non, pas forcément. Mais par contre, elles ont été punies. Mais pas tant que ça, quoi. Oui, et puis si l'exercice médecine, c'est normalement c'est en tôle, quoi. Et donc voilà, donc le truc c'est que les gens pensent ouais, l'acide hyaluronique c'est résorbable, etc. C'est naturel. 1, c'est pas naturel parce que c'est fait par génie génétique dans une usine. 2, c'est pas 100% résorbable parce qu'il y a un produit qu'on appelle le BDDE, qui est un produit de réticulation qui lui ne va pas se résorber et qui peut engendrer des réactions auto-immunes, inflammatoires, etc. ou infectieuses. Donc voilà. Sur le sujet, c'est quelque chose qui nécessiterait qu'il y ait un peu plus de ménage. J'ai envie de dire, si le gouvernement nous écoute, ils peuvent mettre un petit striking sur les comptes parce que j'ai vu qu'ils avaient convoqué des influenceurs à l'Assemblée. Mais là, moi, je les ai vus il y a pas longtemps passer sur Instagram, ils étaient interviewés dans un podcast. Donc elles continuent, ouais. Ah ouais, et puis elles s'en foutent totalement. Ouais. Ah, c'est fou. Mais donc pas de sanctions sur un truc aussi sérieux que la santé, c'est fou qu'il n'y ait pas de sanctions. Parce que parce que bon, ils ont peut-être aussi d'autres chats à fouetter, mais en même temps, là, il y en a des chats à fouetter. Ouais, mais il y en a des chats à fouetter, mais là, franchement, ouais, c'est un vrai souci. C'est quoi les demandes les plus surprenantes qu'on vous a fait? Moi, j'ai pas eu tant de demandes. Ah ouais. Par exemple, le truc du chat, là, je reçois. Justement, j'ai eu une fois un artiste transformiste que j'avais opéré du nez, parce qu'il avait un nez assez volumineux et malgré le maquillage, quand il sera de travestissement, il avait du mal à masquer un peu tout ça. Et après, quand il est revenu, il m'a demandé si je pouvais lui agrandir la bouche. Je peux. Parce qu'on fait ce qu'on appelle des commissurotomies, mais ça, on fait ça pour des gens qui ont des rétractions après une plaie, des gens qui ont été brûlés, qui ont une rétraction après une plaie, on va leur refaire la commissure, donc on va réagrandir la bouche pour qu'elle soit symétrique de l'autre côté. Ok. Et sur une bouche naturelle, on peut l'agrandir aussi. Et évidemment, je lui avais dit non, bien évidemment. Donc j'avais eu ça, mais j'ai pas eu tant de demandes délirantes, parce qu'en fait, au bout d'un moment, les gens qui ont ces demandes, ils savent vers qui ils vont aller. Oui. Et ils vont pas... par exemple, il y a pas longtemps, j'ai une patiente qui arrivait en me disant je suis trop content de vous rencontrer, super sympa, et qui était déjà quand même assez exubérante, donc voilà, avec un signe quand même mais très gentil. Et puis elle me dit alors moi je voudrais des prothèses comme ça, extra hautes, de tel volume, en position intramusculaire, par voie axillaire. Elle a lu tout le site. Ouais, en clair, et je lui dis, et un coca, une grande frite après, puis comme ça, le menu, il est passé, quoi. Ouais. Donc ça, déjà, voilà. À partir du moment où la patiente va poser l'indication et que le praticien va dire oui à tout, le résultat, il y a 99% de chances qu'il soit pas bon, puisqu'en fait, chacun son métier. Et je lui dis, ça tombe mal parce que c'est exactement tout ce que je fais pas. C'est-à-dire, je fais jamais ce type d'implant, je fais jamais cette voie-là, je fais jamais ce... Oui, mais je veux que ça soit vous qui m'opériez. Bah non. Donc non. Donc en fait, mais des demandes vraiment délirantes, non franchement, parce qu'en fait, les gens en fait après les patients qui viennent vous voir, il y a quand même des bouches à oreilles, ils vont se renseigner, ils voient comment vous bossez, donc ils se disent bien que s'ils viennent me voir, je vais pas leur dire oui, s'ils veulent, je vous dis une corne de licorne au milieu du front, par exemple. C'est un conseil que vous donneriez aux patients de ne pas s'auto-indiquer, de d'abord consulter. Ah, mais clairement. Alors, c'est-à-dire qu'en fait. De pas se faire trop d'attentes. Ça me fait penser à la vie. Il y a une pub pour une mutuelle ou je sais pas quoi, où il y a une femme qui est enceinte, qui est en train d'accoucher dans l'avion, et puis ils appellent, est-ce qu'il y a quelqu'un pour venir aider? Et il y a un gars qui arrive, il dit, ouais, je suis là, je peux vous aider. Et je dis, vous êtes médecin? Il fait, non, j'ai vu un tuto. Bah, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire, en fait, les gens, ils vont regarder sur Internet, ils vont prendre ChatGPT, ils vont dire, ah, j'ai ça, là. Ça, c'est un vieux patron qui me disait ça, quand la patiente pose l'indication, c'est-à-dire quand elle définit la technique par rapport au problème, le résultat est toujours mauvais.
C'est comme si, par exemple, demain, je prends l'avion pour faire Paris-Los Angeles. On peut passer par le pôle Nord, par Terre-Neuve, par où on veut. Mais je vais dire au pilote, non, tu passes par Terre-Neuve. Puis à Terre-Neuve, il y a un crash parce qu'il y a eu des vents contraires, etc. C'est exactement pareil. Ouais. Le truc, c'est qu'en fait, que les gens se renseignent, c'est normal. Mais qu'ils pensent qu'ils ont trouvé la solution, c'est humain aussi, je les comprends en toute honnêteté. Mais le problème, c'est que moi, je suis pas prestataire de service. S'ils viennent me voir, c'est aussi pour un conseil. Il y a des gens que vous voyez en consultation, vous allez pas les opérer. Il y a des gens, vous allez leur dire, ça sert à rien. Il y a des gens, vous allez les conforter dans le fait que mieux vaut qu'ils se fassent pas opérer parce qu'ils ont pas tant envie que ça, que la souffrance morale est pas tant que ça. Donc surtout pas, non. Ouais. Là, on parlait avec un autre chirurgien là, dans un précédent podcast. On parlait un petit peu de l'individualisme qu'il y a maintenant chez les gens, et lui me disait qu'il avait des patients très insistants ou qu'il allait lui envoyer des messages la nuit pour avoir une réponse le matin. Est-ce que vous avez des patients comme ça, vous qui... Alors en fait le problème c'est que en fait le problème quand on est chirurgien, que ça soit orthopédiste, parce que vous bossez avec des chirurgiens orthopédistes, de tout, hein, nous on bosse avec de tout. C'est qu'en fait on n'est jamais totalement off. C'est-à-dire que moi demain, si je pars en vacances mais que j'ai une complication d'une patiente que j'opère il y a une semaine, il va falloir que je gère ma complication même à distance. Donc mon cerveau il est jamais totalement hors du boulot. Ouais. Voilà. Tu me disais. Et donc mais après on arrive toujours à gérer, c'est pas la question. Mais le truc c'est que je sais pas, dans les années 70-80, le gars qui était de garde, il avait pas de portable, il avait même pas de bip, il avait rien, il allait au cinéma ou au resto, il disait au fait je suis de garde, et il donnait le numéro à l'hôpital, et l'hôpital appelait le resto ou le cinéma. Et chez lui, jamais. Maintenant, les gens ils peuvent vous contacter par mail, sur votre site, par les réseaux sociaux surtout. Et donc sur les réseaux sociaux. Par contre, sur les réseaux sociaux, c'est un côté qui est bien aussi, c'est que des fois les gens peuvent avoir des petites questions après la consultation, etc. S'impliquer. Mais vous avez des patientes aussi qui vont essayer de faire des consultations déguisées sur Instagram. C'est-à-dire vous posez plein de questions. Non, à bout d'un moment déjà, faut les voir en vrai, les toucher et faire une vraie consultation. Et puis sinon, il y a des patientes qui sont assez insistantes, qui ont besoin d'être rassurées, qui vont poser plein de questions et qui peuvent vous envoyer des messages à n'importe quel jour et de la nuit. Ça c'est clair. Est-ce que aujourd'hui on arrive à beaucoup mieux, j'ai l'impression en tout cas qu'on arrive à beaucoup mieux masquer les cicatrices, masquer les opérations, il y a des opérations plus légères. J'ai l'impression qu'on arrive à des résultats tellement plus naturels que... Alors, les cicatrices, ça veut pas faire que le résultat soit naturel ou pas. C'est que ça va se voir surtout en termes de discrétion. Les cicatrices, parce que les techniques chirurgicales évoluent, parce que la chirurgie, elle est beaucoup plus douce. Par exemple, un lifting du visage, les cicatrices, vous les verrez pas alors qu'elles sont quand même assez longues. Vous avez placé où, par exemple? Sur un visage féminin, par exemple, Alors, sur un visage féminin, sur un visage masculin, il y a une petite différence. C'est ce que je me suis dit, C'est-à-dire qu'on va les mettre soit en avant des cheveux, moi je les mets dans les cheveux. Et ensuite, on va les faire descendre dans l'épaisseur de l'oreille ici, ensuite derrière l'oreille ici, et ensuite dans les cheveux. Chez les hommes, vous voyez ici, là, il y a une zone glabre où il n'y a pas de poils. Ok. Si on met la cicatrice là, les poils, ils vont pousser là, en fait. Ok. Donc, on la met juste devant. Et c'est un petit trick, parce que c'est pas génial d'avoir des poils de barbe qui poussent ici, en fait. Ça finit dans les oreilles à la fin, tout ça. Ouais, mais quand même, là, c'est pas des petits poils, c'est des poils de barbe. Oui, d'accord. C'est la barbe, vous l'avez ramenée là, quoi. Ah, ok. Ah ouais, tiens, c'est fou. Donc, il y a des petites astuces, il y a des techniques chirurgicales, un lifting du visage, qu'on appelle un lifting cervico-facial du bas du visage et du cou. C'est une intervention que je fais en ambulatoire, c'est-à-dire entrer le jour même à la maison. Donc c'est beaucoup moins violent. Donc tout ça accumulé avec les progrès de l'anesthésie et le fait d'avoir des chirurgies plus douces fait qu'il y a beaucoup moins de marques. Puis il y a aussi des nouvelles techniques qui se développent comme la chirurgie mini-invasive où on fait des petites cicatrices pour aller traiter des zones plus étendues, que ça soit au niveau des seins. Là il y a des augmentations mammaires mini-invasives qui se développent et ça c'est assez intéressant, mais ça s'adresse pas à toutes les patientes. Et puis il y a aussi des chirurgies du visage mini-invasives qui ne sont pas adaptées à toutes les personnes en fonction du degré de vieillissement, mais quand même à tout un panel de gens qu'on pouvait pas traiter avant, il y a quasiment pas de cicatrices. Donc effectivement, c'est l'évolution en fait dans ce sens-là. On parle beaucoup de patientes. Ouais. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un plus gros tabou chez les hommes, par exemple? Moi, j'ai beaucoup plus de... Il y en a de plus en plus là de chirurgie masculine, j'ai l'impression aussi. Ouais, mais en fait, la chirurgie masculine, c'est souvent la même chose, c'est-à-dire c'est souvent les mêmes topics. Ça va être la liposuction pour le ventre. Mais je parle sur la chirurgie du visage. Sur la chirurgie du visage. Pour le visage, les hommes, c'est essentiellement les paupières supérieures. Mais les paupières supérieures, c'est l'intervention qui prend le plus d'augmentation tous les ans avec la rhinoplastie. C'est 30% de plus dans le monde par an. Pourquoi? C'est parce que c'est gênant? Parce qu'en fait, c'est un super rapport bénéfice inconvénient de l'intervention. Ok. C'est pas une chirurgie qui est très lourde dans des mains expérimentées. C'est des suites qui sont beaucoup plus simples qu'avant. On est présentable au bout d'une petite semaine. Et le bénéfice au niveau du visage, il est hyper important.
Donc, le regard, on en parlait la dernière fois, le regard fait beaucoup sur le visage. Et on est dans une société qui est quand même pas que de la jeunesse, mais plutôt du dynamisme. Quand vous êtes en pleine forme, et vous avez l'œil qui tombe comme ça, bah, si vous êtes dans une société, on va vous dire que vous avez l'air fatigué, vous n'êtes pas performant. Quand vous avez le bas du visage qui se relâche et que vous êtes creusé, ça donne les traits tirés, c'est pareil, ça donne un visage un côté moins dynamique. Donc chez les hommes, c'est essentiellement les paupières et des liftings. Puis après, ils font aussi que certains font des injections. Mais en proportion, il y en a quand même beaucoup moins que de femmes. Et souvent, les hommes qui vont faire ça, c'est des hommes qui prennent soin d'eux et c'est tout à fait normal. Mais certains, dans leur démarche, quand on discute avec eux, c'est pour être efficient, être dynamique au boulot, pour représenter bien. C'est une forme de diktat déguisé, quoi, on va dire. Ouais. Mais ouais. Mais donc ça reste, il y en a. Mais beaucoup moins que des femmes. Je pense à la radiofréquence. J'ai vu qu'il y avait de la radiofréquence qui peut être pratiquée sur le visage. Ouais, ça marche super bien. Comment justement on arrive à... Donc on peut obtenir les mêmes résultats avec la radiofréquence que de la chirurgie? Non, pas du tout. En fait, chaque stade de vieillissement, parce que l'on va parler de vieillissement, chaque stade de vieillissement, il a un outil qui sera le plus approprié. Donc en fait, quelqu'un qui est très relâché avec ce qu'on appelle des corps platismales, c'est ce que les gens appellent des tendons, mais c'est pas des tendons qui se retrouvent ici au milieu du visage. Si vous mettez une illustration, les gens verront bien ce que c'est. Ça, sans chirurgie, c'est impossible de le corriger. Par contre, la patiente, je parlais de patiente encore une fois, mais la patiente qui a 40 ans, qui a l'ovale qui commence à se flouter, des bajoux qui commencent à apparaître, etc., le cou aussi, là, la radiofréquence, notamment mini-invasive, qui est un peu plus costaud que la radiofréquence qu'on fait au cabinet, elle marche super bien. Et puis après, vous avez des patientes encore un peu plus jeunes qui vont avoir le front qui va commencer à se marquer, on peut faire du botox, etc. Mais par contre, faire du botox pour celle qui a besoin d'un lifting, ça marche pas toujours. Donc, moi, ce que je dis toujours, alors c'est une phrase qui est un petit peu trash, je sais pas si vous la garderez. Parce que j'ai dit une fois à une patiente, c'était sorti comme ça parce qu'elle avait 78 ans, mais elle voulait pas faire de chirurgie. J'ai dit, madame, je vais pas vous faire des injections, je vais pas vous prendre de l'argent pour rien, ça sert à rien. Et elle comprenait pas. Je lui dis, vous savez, madame, on n'éteint pas un feu de forêt avec un extincteur, mais plutôt avec un Canadair. Au moins, c'est clair. Elle est bien. Mais c'est ça. Alors, elle a pas forcément apprécié, mais je préfère être honnête avec la personne plutôt que d'aller lui prendre de l'argent pour rien. Ouais. Et pour même des fois un résultat qui va être contre-productif. Et plutôt que voilà. Et si vous voulez, donc c'est encore le même problème de la patiente qui pose indication. Elle veut pas de chirurgie, pas de souci. Moi, je l'opérerai pas. Mais on va pas lui faire quelque chose qui sert à rien pour lui faire quelque chose et lui prendre de l'argent pour lui prendre de l'argent. C'est absurde. Bien sûr. Il y a une mode là autour de la radiofréquence. Il y en a quand même je pense que c'est de plus en plus pratiqué également. La radiofréquence, il y a une mode, mais c'est comme tout. Il y a des machines, il y en a 50 000. Et vous, dans quel cas vous l'indiquez alors? Alors moi, comme je dis, des machines, il y en a 50 000. Ouais. Et elles sont toutes plus merveilleuses les unes que les autres quand vous écoutez les fabricants. Oui, ce qui est pas le cas. J'ai eu la discussion avec dans un autre podcast récemment aussi où elle disait que la technologie était très importante. On commence à avoir beaucoup de backup parce que on n'utilise pas qu'en chirurgie plastique, on utilise en chirurgie ORL, en chirurgie hépatique du foie, maintenant en chirurgie proctologique pour les hémorroïdes, plutôt que faire des incisions où ça saigne, on peut faire ça, c'est quand même pour les patients un confort de dingue. En chirurgie plastique, maintenant on a du recul aussi et on se rend compte que ça marche bien et donc c'est censé rétracter ça rétracte la peau et c'est censé stimuler la synthèse de collagène par les fibroblastes. Et c'est vrai qu'au début on est sceptique, c'est comme Saint Thomas, on croit que ce qu'on voit, mais maintenant moi je vois des effets. Alors après j'ai certains de mes confrères qui disent non, ça marche pas, ça fait des atrophies cutanées superficielles de la graisse. Généralement je le dis comme je le pense, c'est des gens qui en font pas, donc c'est une super solution, mais c'est une solution, comme je vous dis, qui va pas s'adresser au même problème qu'un lifting. Oui, qui a ses limites. Par contre, c'est pour moi plus intéressant de faire de la radiofréquence ou de faire un lipofilling, c'est-à-dire de prendre de la graisse naturelle au niveau du corps, la greffer au niveau du visage là où elle est partie, que d'utiliser de l'acide hyaluronique. Ok. Parce que l'acide hyaluronique est censé être résorbable totalement, mais qui ne l'est pas totalement, et toutes les études le montrent, et qui a tendance à s'accumuler, ça se comporte comme un implant. Or, un implant, si c'est un implant de genou ou un implant mammaire, si on veut l'enlever totalement, on opère, on l'enlève totalement. Là, c'est plus compliqué. Okay. Je veux dire. Donc, la radiofréquence, ça marche très très bien. Mais pas pour tous les cas. Et donc on peut pas forcément revenir au naturel après, revenir à une forme de naturel après avoir pratiqué la radiofréquence. Donc ah si, ça n'a rien à voir. La radiofréquence, en fait, vous avez votre peau qui s'est distendue, on va dire votre peau. Les gens confondent extensibilité et élasticité. L'élasticité, c'est la proportion à retrouver sa forme après contrainte. Okay. Donc on a un élastique qui revient à sa place. L'extensibilité, c'est l'élastique qui se laisse de plus en plus étirer, puis il reste là. Au lieu de revenir là, il revient là. Le principe de la radiofréquence, c'est de le faire revenir là. Ok. Mais en pratique, le processus de vieillissement, il va continuer.
Donc ça va repartir vers là. Donc on peut en refaire. Donc il n'y a pas de souci avec la radiofréquence. La radiofréquence, c'est dose dépendant. Plus on va mettre de l'énergie, plus on aura un résultat. L'inverse, c'est que la logique d'utiliser des produits de comblement, et ce qui fait les pillow-face, c'est que vous avez donc une peau qui est distendue jusque là. Au lieu d'essayer de la ramener là quand elle était là, vous la gonflez. Au lieu de rétracter, vous dépliez. Mais mieux vaut rétracter, quoi. Est-ce que vous voyez des innovations futures là dans la chirurgie esthétique qui arrivent? Ouais, j'en vois une qui m'intéresse particulièrement moi parce que je fais beaucoup de chirurgie mammaire et j'en parlais avec mes confrères à l'hôpital justement. En fait, là, le problème des prothèses mammaires, c'est qu'elles ont une durée de vie. Alors c'est comme les prothèses. Alors c'est marrant parce qu'on fait pas mal d'analogies avec l'orthopédie, mais les prothèses de genoux avant ça durait 8-10 ans. Maintenant, ça dure 20-25 ans. Et ça dure jamais c'est pas ad vitam aeternam. Les prothèses mammaires, avant c'était 10 ans optimal, mais ça peut aller un peu plus loin. Et maintenant c'est 15 ans et ça peut aller un peu plus loin, entre 15 et 20 ans. Mais il faut les changer. Et là, on est en train de, la communauté scientifique, elle bosse sur un mix de deux choses. En fait, c'est d'utiliser une matrice. Parce que le problème du lipofilling au niveau du sein, c'est qu'il va redonner du volume, mais il va pas corriger la forme du sein. Il va se mettre là où elle a formé que c'est préexistante du sein. Donc, quand on veut corriger un décolleté ou autre, c'est plus difficile, ça peut marcher, mais c'est moins stable dans le temps. Donc, l'idée, c'est d'utiliser une matrice comme une prothèse, une forme de prothèse, qu'on va faire coloniser par de la graisse. Et ensuite, la matrice va se dissoudre et on aura un implant de graisse, mais qui a la forme d'une prothèse. Donc là, il y a des... Un implant naturel. Au lieu que les soins en silicone, il sera naturel. Ok. C'est génial, hein? C'est fou, ouais. Mais alors après, le silicone a d'autres avantages en termes de viscoélasticité, mais la graisse, ça dépendra de la graisse de la patiente, mais quand même. Et donc là, pour l'instant, ils ont déjà réussi à faire ça en reconstruction en utilisant des lambeaux pédiculés, c'est-à-dire on utilise le muscle grand dorsal, qui apporte du sang, parce que comme c'est une greffe, faut qu'il y ait du sang. Donc pour l'instant, ça marche, mais avec un lambeau pédiculé, donc en construction, c'est intéressant, mais pas en esthétique. Mais à terme, en esthétique, je pense que ce sera l'avenir. Mais c'est pas tout de suite, mais c'est ça l'avenir. Et c'est super intéressant. Ouais, complètement, ouais. C'est un peu comme si c'est un peu l'analogie quand vous êtes creusé ici, et c'est vrai que des fois il y a besoin de mettre du comblement, mais c'est parce que vous avez perdu la graisse profonde au niveau du visage. Mieux vaut mettre de la graisse qu'un produit synthétique. Ok, ouais. Bah là, c'est la même chose, mieux vaut mettre un produit naturel qu'un produit synthétique. Même si le produit synthétique, il est ultra testé, ultra normé, qui présente pas de risque pour la santé. Mais le problème, c'est qu'il a une durée de vie. Ok. Je pense que vous êtes un chirurgien qui chasse un petit peu les innovations, qui est à la recherche d'amélioration, en tout cas dans ce que vous faites dans votre pratique. Ouais. Est-ce que vous voyez participer d'une certaine façon à ces innovations, peut-être trouver des nouvelles choses, faire développer, apporter votre pierre de la chirurgie. J'ai le temps pour certains laboratoires. Oui, je sais que voilà. Et donc, en fait, on est au courant de certaines innovations qu'il y a, comme je vous disais, par exemple, les augmentations mammaires mini-invasives, là, ce que je vous expliquais, bon, ça, c'est encore off, mais ça, c'est plus avec des gens que je connais à côté. Mais ouais, moi, ça m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de le mettre en pratique. Parce que même si j'ai pas l'idée, mais que l'idée je la trouve super intéressante, ce qui m'intéresse c'est d'améliorer la qualité de ce que je vais pouvoir faire. C'est-à-dire que par exemple moi j'opère pas du tout de la même façon, par exemple comme j'ai appris il y a 20 ans. Mais il y a une prise de risque quand vous essayez des nouvelles choses. Parce que c'est quelque chose dont j'ai parlé aussi avec des chirurgiens précédemment. C'est seulement quand on sort de sa zone de confort qu'on progresse. Et moi, véritablement, mon maître mot, c'est se dire, si c'est positif pour le patient, autant le faire. Si c'est juste pour rassurer le chirurgien parce qu'il a fait comme il a appris, mais que c'est moins bon en termes de qualité pour la patiente, c'est dommage. Parce que là, toutes les choses que j'essaie de faire, en tout cas dans ma pratique, ça va être d'améliorer le résultat, c'est d'améliorer le confort post-opératoire, la reprise d'activité, etc., etc. Ok. Donc, et c'est vachement gratifiant parce que quand des patientes, elles sont super contentes du résultat parce que c'est hyper naturel, qu'elles reprennent leur boulot super tôt et qu'elles ont très peu de douleur par rapport à ce qu'elles ont pu entendre ou comme il y a 20 ans, c'est quand même mieux que se dire, moi, je fais comme ça parce qu'on m'a appris comme ça et puis j'ai peur de faire autrement. Et ce côté innovateur, ce côté, donc, recherche, est-ce que vous l'aviez déjà au début de votre pratique? Est-ce que c'est quelque chose, Non. Déjà, moi, pour la petite histoire, quand j'ai fait médecine, je voulais pas être chirurgien. Ok. Ouais. Parce que c'est marrant, j'en parlais avant-hier, j'étais au bloc et je discutais avec d'autres chirurgiens et il y a les gars qui 6 mois à 7 ans je voulais être pompier. Oui, c'est une vocation. C'est pas une vocation, c'est un rêve en fait. Ou souvent il y a des
héritage aussi, j'ai l'impression. Ça des fois, il y a un côté dynastique, mais ça, bon, ça, c'est encore autre chose. Ouais. Mais là, la personne dont je vous parlais, c'est pas du tout dynastique. Son père, il était garagiste, c'est pas pareil. Alors, il travaille avec ses mains, on est d'accord. On répare des choses. Tout à fait, mais c'est tout à fait noble aussi. Mais voilà, et donc en fait, non, moi, quand j'ai commencé médecine, mon père était médecin d'ailleurs, donc il y a quand même un petit truc. Et il faisait de la cancérologie, moi je voulais faire de la cancérologie. Donc il y a quand même ce truc-là, mais après il y a aussi les rapports entre père et fils. Et puis après, je pensais éventuellement à la cardiologie. Pour y être passé, quand je l'ai appris, c'est pas ce que j'ai préféré en fait. Ok. Et en fait, du coup, je me suis retrouvé, quand vous êtes en médecine, à un moment, vous faites des stages à l'hôpital. Et je me suis retrouvé en médecine interne. Ok. En médecine interne, c'est Dr House. C'est les syndromes hyper rares, où ils vont faire des grandes réflexions intellectuelles. Mais en toute honnêteté, l'arsenal thérapeutique qu'il y a au bout, maintenant, il est un peu plus vaste. Et quand j'étais étudiant en médecine, il était pas très, très vaste. Ouais. Ça se résumait par mettre des corticoïdes, du méthotrexate, toujours les mêmes trucs. Ok. Avec des réflexions intellectuelles certes très élégantes, mais concrètement des résultats. En pratique, c'était. Et là où j'ai fait ma fac de médecine, on était même en troisième année de médecine, on était de garde de chirurgie. Donc on pouvait être appelé pour une urgence de chirurgie pour avoir un EMA en plus. Et le matin, je me retrouve dans le service de médecine interne. À l'époque, on poussait les chariots avec 50 000 examens. Ils parlaient pendant des heures pour des trucs où finalement, ils amélioraient quand même les gens. Mais c'était surtout faire un diagnostic. Le but, c'est de faire un diagnostic, mais c'était pas de traiter les gens, quoi. Et là, je me retrouve appelé au milieu de la nuit, donc j'étais déjà en panique comme ça. Et là, j'arrive et c'était une jeune femme qui faisait ce qu'on appelle une hépatite fulminante, c'est-à-dire qu'en fait, son foie, il était en train de se manger tout seul en fait, qui était enceinte au 3e trimestre, donc il fallait sauver la patiente et sauver le bébé. Donc il y avait les chirurgiens viscéraux qui faisaient une transplantation de foie en urgence, les réanimateurs de néonatologie qui étaient là, et les obstétriciens. Tout ça autour de... Et tout s'est bien passé. Le bébé il est né, et la patiente elle est sauvée. Donc là, je suis désolé, mais quand vous comparez le syndrome de Munchausen ou je sais pas quoi, et pour mettre des corticoïdes avec ça, là, je me suis dit, non, mais c'est ça que je veux faire. Et donc, comme quoi, vous voyez, on peut avoir les vocations. Mais souvent, parce que des fois, moi, j'ai des aides opératoires qui sont des étudiants en médecine, qui hésitent toujours. Et je leur dis, mais fais ce que t'aimes vraiment. Et des fois, quand on peut commencer médecine et puis complètement changer son fusil d'épaule après. Ouais. Et vous disiez donc dans votre cursus que vous êtes passé par de la chirurgie reconstructive. Donc, j'imagine dans un cursus pour devenir chirurgien, on voit pas mal de choses. Ouais, comme je l'ai dit, il y a la chirurgie générale, donc moi je passais en chirurgie orthopédique, en urologie, en chirurgie vasculaire, en chirurgie thoracique, en chirurgie viscérale, ce qui est vachement important. Vous me parliez de votre pratique au Brésil tout à l'heure. Ouais, alors ça, le Brésil, c'était à la fin de mon internat. Ok. Donc le Brésil, j'étais passé chez Ivo Pitangui, qui est un gars qui était un peu considéré à l'époque comme le pape de la chirurgie esthétique, parce que c'est quelqu'un qui était très très intelligent. C'est un Brésilien qui est venu se former en France dans les services de chirurgie plastique et reconstructrice. Ok. Et avec du Fourmentel, des gars qui étaient des pointures. Mais la chirurgie esthétique, à l'époque, dans les années 60, c'était vraiment marginal. Mais quand il est revenu au Brésil, où il y avait beaucoup plus de demandes, il a appliqué la même rigueur de la chirurgie plastique reconstructive à l'esthétique. Ok. Et il a beaucoup communiqué. Et donc, je suis allé chez lui en fin d'internat, et c'était super, parce que alors ce qui était marrant, c'est qu'il parlait français parfaitement. Comment s'est fait le contact? Le contact s'est fait par mon patron de service d'époque qui le connaissait. Donc je lui avais amené un bouquin qu'il avait écrit. Enfin, j'ai l'impression d'être un ambassadeur avec une lettre de recommandation et tout. Et c'était un personnage quoi. Et donc lui, c'est lui aussi, c'est quand même un des gars qui a popularisé et démocratisé la chirurgie esthétique, mais qui l'a rendu aussi fiable avec des protocoles carrés. Et pour la petite histoire, le contraste, c'est que donc c'était c'était juste avant que je sois titulaire, et quand j'ai pris mon poste de titulaire de chef de clinique, j'étais responsable, je me suis trouvé bombardé, responsable des grands brûlés pédiatriques. Okay. Et 2 jours avant, je suis sur le Corcovado, il fait grand beau, coucher de soleil magnifique. Après, j'arrive dans la salle d'op de l'hôpital d'enfants où j'étais, et il y avait donc ce qu'on appelle la penseuse, c'est l'infirmière qui installe les patients, qui les aide et tout. L'anesthésiste et la table d'opération qui est plus grande que ça. Et j'arrive, puis je fais, il est où le patient? On tourne, et il y avait un bébé qui était grand comme ça, qui était brûlé, et il fait, il est là. Donc le gap, il était quand même costaud, quoi. Ouais. Et c'est ça la réalité aussi. Donc le Brésil, c'était super intéressant, c'était une belle parenthèse, et puis après le retour à la réalité était costaud quoi. Donc ça en plus c'était la fin de votre cursus, donc vous avez commencé à pratiquer directement en chirurgie esthétique après. Oui, parce qu'en fait le cursus, comme je dis, c'est 5 ans donc c'est médecine, chirurgie, c'est 6 ans d'études de médecine.
dans lesquels on fait des stages. On est externe ou étudiant hospitalier, comme on dit maintenant. Ensuite, maintenant, tout le monde passe l'internat, mais à mon époque, on choisissait de passer ou pas. Si on passait pas, on était le médecin généraliste, ce qui est tout à fait respectable. Et puis, si on passait le concours d'internat, en fonction du classement qu'on avait, on choisissait la spécialité qu'on voulait. Ensuite, une fois qu'on avait ce qu'on voulait, la chirurgie, on allait se former. Et il y avait 5 ans d'internat, maintenant c'est 6. Et sur ces 5 ans d'internat, il y avait un tronc commun de chirurgie générale. Ok. Ce qui est normal. Vous pouvez pas que votre chirurgie sans avoir vu d'autres chirurgies. Il y a des principes qui sont communs à toutes les chirurgies. Et puis, par exemple, quand vous faites, je sais pas, moi, une plastie abdominale, une abdominoplastie, si vous rentrez dans le ventre ou qu'il y a une plaie ou une hernie, vous allez la corriger. C'est quelque chose que je voulais vous demander tout à l'heure. Ça vous est déjà arrivé je sais pas, par exemple, de faire une augmentation ou une réduction mammaire? Je pense que c'est plus dans les cas de réduction et, par exemple, trouver, je sais pas, une cellule cancéreuse ou... Ça m'est arrivé une fois. Ouais, ça m'est arrivé une fois. Avant toutes les réductions mammaires, c'était une réduction mammaire. Avant toutes les 2 fois, pardon. Ouais. Une fois pour une réduction mammaire, une fois pour un changement de prothèse. Okay. Pour la réduction mammaire, en fait, c'était une patiente qui avait vraiment une très grosse poitrine. On fait une mammographie et tout ça. Il y avait rien à la mammographie. Et quand ce qu'on enlève, on l'envoie en analyse. Et à l'analyse, il y avait un cancer. Mais l'avantage pour la patiente, c'est qu'il a été pris hyper tôt parce qu'il était tout petit. Ok. Qu'elle a eu juste des rayons derrière et que la reconstruction était faite puisque j'avais fait le lifting mammaire à la réduction. Et vous pouvez la retirer, la cellule cancéreuse? Là, j'avais enlevé bien plus que la cellule cancéreuse. Ouais. Donc en fait, comme j'étais passé bien au large et tout ça, mais en fait, elle c'était débutant, mais elle le savait pas. Donc le fait de se faire opérer, c'était une chance. Okay. Et une autre, c'était plus compliqué. C'est une patiente qui voulait un changement de prothèse parce que le résultat esthétique qu'elle avait eu ailleurs lui plaisait pas et qui avait ce qu'on appelle de la mastose, c'est-à-dire les mastopathies fibrokystiques, c'est des seins qui sont des seins de pierre, un peu comme ça. Et j'avais fait faire une IRM avant parce que c'était quand même important et tout ça. Et à l'IRM, le radiologue disait non, tout est bien, tout va bien, tout est bénin. Et il en avait des deux côtés. Et quand je l'avais vu en consultation, je lui avais dit, je pense quand même que on va profiter de l'intervention pour vous enlever la mastose parce que ça lui faisait super mal. Et le jour donc à droite. Et le jour de l'intervention, il me dit, docteur, j'ai discuté avec mon mari, j'ai mal aussi à gauche, est-ce que vous pouvez faire les deux? Je dis, pas de problème. Et moi, j'y allais serein puisque l'IRM était rassurante. Et j'ai envoyé une analyse de principe. Et à l'analyse, c'était un cancer du sein des deux côtés. Donc ça aussi, c'est un truc sur lequel j'insiste, c'est que le diagnostic de certitude, c'est avant tout la chirurgie et après surtout ce qu'on appelle l'anatomopathologie, l'analyse des pièces, c'est pas la radiologie. La radiologie, maintenant, les gens ils pensent, il y a rien sur le scanner. Non. En fait, le scanner, c'est un examen d'orientation. Les radiologues, ils concluent toujours argument en faveur d'eux. Ils mettent pas noir sur blanc de diagnostic. Ouais. Parce que on peut ouvrir et on n'a pas le résultat on n'a pas ce qu'on attendait. Là, typiquement, heureusement que je lui avais enlevé cette masse qui n'était pas prévue d'être enlevée au départ parce que voilà. Ouais. Et grâce à Dieu, tout s'est bien passé après. Tiens, on parle souvent dans ce podcast, on s'adresse principalement aux patients, mais j'étais en train de me demander, est-ce que vous avez un mot à toucher à ceux qui voudraient devenir chirurgien esthétique? Non. Si. Non, déjà pour la petite histoire, là depuis 2-3 ans, moi quand j'ai passé l'internat, ce qui partait en premier, donc il fallait, c'était la chirurgie. Puis après c'était moins la chirurgie parce que la chirurgie c'est dur, l'internat c'est dur, donc c'était dermato, biologiste, radio. J'ai eu cette conversation avec des jeunes. Ouais, et puis maintenant, en fait, c'est vachement intéressant comment les choses évoluent. Les étudiants en médecine, ils se sont rendus, et tout le monde, que l'IA, elle peut remplacer en fait un radiologue. Oui. Bah oui. Enfin, elle va pas remplacer tous les radiologues, mais si vous prenez une IA qui vous fait 50 scanners et qu'elle va apprendre de ses erreurs et qu'il y a un radiologue qui va valider les 50 scanners, vous allez gagner 49 radiologues. Ça s'applique dans beaucoup de disciplines médicales, mais pas dans les disciplines techniques. Donc, on fait avec ses mains. Et donc, du coup, comme par hasard, la chirurgie, elle repart en premier. Et en France, là, la chirurgie qui repart en premier dans toutes les chirurgies, c'est la chirurgie plastique esthétique. Donc, j'ai même pas besoin de leur dire qu'il faut en faire parce qu'ils n'ont pas besoin de moi pour avoir envie d'en faire. Mais après, les conseils, c'est que, alors, si j'ai un conseil, parce que j'ai eu ça avec des EDOP que j'ai eu ici, qui me posaient des questions sur l'argent et ça m'a bien énervé. C'est-à-dire qu'en fait, avant de commencer à penser à l'argent, il faut déjà savoir travailler. Il faut se soucier du bien-être du patient et le reste suit. Ça, c'est un vrai... Ça, franchement, je vous assure, je leur ai dit, mais attends, tu crois quoi, là? On n'est pas là pour ça. Enfin, le but, évidemment qu'il faut de l'argent pour vivre. Mais c'est pas le moteur. Et je vais vous dire une chose, je vais être très trash, mais tous les gens qui font ça que pour l'argent,
Bien sûr. C'est pas les meilleurs chirurgiens. Mais exactement. J'ai eu cette conversation-là récemment avec quelqu'un de la salle de sport là où je m'entraînais et qui, je voyais, on lui avait vendu ce truc d'influenceur lifestyle, il faut faire de l'argent, peu importe avec quoi, faire de l'argent, avoir ce mode de vie, etc. Et je dis, mais c'est quoi le plus important? C'est ce que tu vas venir le soir dire maman j'ai réussi à faire ça, ce que tu vas montrer à ta mère et c'est ce dont tu vas être fier. Est-ce que tu vas être fier d'avoir fait de l'argent avec des choses pas très catholiques? Ouais, voilà, exactement. Je disais le plus important c'est ce que tu rajoutes, c'est la valeur que tu amènes aux gens. Ouais, et puis après, par exemple, comment ce que tu vas faire va être utile, pense d'abord à ça et ensuite peut-être essayer de. Il y a une chose, par exemple, en chirurgie, je le dis comme je pense dans la santé c'est encore plus important. Mais puis dans mon métier, c'est la gratitude. Ouais. Là, il y a pas longtemps, d'ailleurs, j'ai posté sur ça, mais une patiente qui m'a offert une boîte de chocolat, c'est super. Ça se faisait vachement avant, ça se perd un peu, mais c'est toujours hyper agréable parce que c'est touchant. Donc je dis merci, puis je l'ouvre pas parce que je rentre chez moi, je l'ouvre et sur c'était des petits carreaux de chocolat, il y avait écrit avec des couleurs, il y avait écrit super chirurgien. C'est trop mignon. Ouais. Mais ça m'a touché, vous pouvez pas imaginer. Parce qu'en fait, et par contre, si j'avais été payé 4 fois plus par la même patiente puis qu'elle m'ait parlé comme au dernier des derniers, j'aurais pas passé la meilleure journée qui soit. Ouais, donc le truc, c'est que là, ce qui m'a frappé, c'est que la génération des étudiants en médecine que j'ai eu comme aide opératoire, pas tous, mais quand même une bonne moitié, c'était ça. Je dis, bah non. Sinon, on va faire une école de commerce. Si tu veux penser qu'à de l'argent, fais une école de commerce. Exactement. Et c'est ce qu'on disait avec le docteur Ikaïm, là, justement, du fait que peut-être que les patients ont tendance à beaucoup déshumaniser leur chirurgien. En plus, vous êtes dans une contrainte de temps, c'est-à-dire que vous travaillez tout le temps, vous avez des employés. Ouais, mais justement, vous voyez, c'est contradictoire parce que quand on parlait du terme mon chirurgien, quand vous voyez la proximité que les réseaux sociaux peuvent entretenir aussi, que vous envoyez des messages et tout ça, c'est pas que pour vous poser des questions et vous embêter. C'est aussi pour vous dire qu'elles sont contentes, c'est aussi pour vous donner bien sûr. Là, j'ai une patiente qui m'a envoyé une photo d'elle en maillot de bain, disant je suis trop content docteur, c'est la première fois que je peux mettre un maillot de bain et tout ça. C'est super cool. Ouais, c'est clair. Donc non, moi je trouve pas. Au contraire, on a tout intérêt à l'heure de l'IA, on a tout intérêt à être humain. À être humain, ouais, complètement. Oui, c'est ce que et dans l'empathie. Et surtout, comme je dis souvent aussi, que quand vous allez voir un médecin qui va vous donner un médicament qui peut être un poison. Parce que ça, faut lui faire confiance déjà. Complètement. Ouais. Mais quand vous allez voir quelqu'un qui va rentrer avec ses mains dans votre corps là que vous le connaissez pas, je pense qu'il faut lui faire encore plus confiance. Donc si vous avez un gars en face de vous qui est un automate qui est pas du tout sympa et tout ça, il y a aucun intérêt. Ouais, c'est clair. Et l'IA, je pense qu'elle va remplacer beaucoup de choses, notamment les consultations de médecine générale, etc. Ça. Et donc du coup la chirurgie repart. Donc c'est bien. C'est une bonne chose. Docteur Monnier, bon, je pense qu'on arrive au bout de cette heure de podcast. Ça aurait été un échange, je vous remercie, ça aurait été un échange très constructif encore. Je pense qu'on en refera. Avec grand plaisir. Vous parliez d'inviter un ami à vous, un plasticien, c'est ça? Ouais, j'avais dans l'idée de croiser en fait les points de vue sur qu'est-ce que c'est que j'ai un ami à moi qui est plasticien et quand je l'ai rencontré, on se présente et il me dit qu'est-ce que tu fais? Je dis je suis chirurgien, on peut dire plasticien ou esthétique. Je dis je suis un plasticien. Il fait, ah bah moi aussi je suis plasticien, mais lui il est artiste. Et oui, du coup. Et en fait il y a un regard commun et une approche sur le travail des matières et des volumes qui est ce que je trouvais super intéressant. Ouais, ce serait super intéressant de croiser. Moi j'aimerais bien faire un petit peu plus d'interviews croisées avec. Ouais, moi je vais lui en parler. Je pense que ça l'intéresserait aussi. On en avait déjà parlé il y a un certain temps. Ok, bon, top, on y viendra. Parfait. Docteur, je vous dis à bientôt alors. À bientôt pour un futur épisode. À bientôt, merci. À très vite.